Au Cameroun, il est une chose incroyable en ce qui concerne le droit à la vie, le droit aux soins médicaux. Alors que dans tous les pays, ce sont ceux qui ont des revenus réduits, ceux qui sont dans le dénuement, dans la précarité, ceux qui bénéficient des soins hospitaliers, ceux qui bénéficient de la sécurité sociale, ceux qui bénéficient de quelques filets sociaux pour s'en sortir, ceux qui bénéficient de certains traitements gratuits. Et d'ailleurs, l'OMS et d'autres organismes financent l'État par rapport à ça. Mais au Cameroun, les soins et les évacuations, c'est pour ceux qui gagnent des milliards. C'est pour ceux qui sont au gouvernement. C'est pour des vieillards qui ne travaillent même pas. C'est pour les membres du gouvernement. Et pourtant, ce sont ces membres du gouvernement qui nous chantent matin, midi, soir. C'est eux qui, dès qu'ils ont mal à la tête, vont exactement faire comme Paul Biya lui-même, avec toute sa famille. Il court à l'étranger pour se soigner. Et ceci aux frais du contribuable camerounais. Voilà ce qu'on vient justement de constater ou de remarquer avec une actualité chaude, où il y a eu vérité contre vérité sur la santé chancelante de Kavaye Yege Djibril, sur sa mort, sa résurrection ou sur sa supposée évacuation. Un avion médicalisé parti bien évidemment de Zurich pour Athènes, puis Athènes pour Zurich encore, puis le Cameroun, a fait et continue à faire l'actualité, puisqu'il a atterri à Yaoundé Nsimalen. Mais qui avait donc fait venir cet avion? Qui devait venir, qui devait bénéficier de cette évacuation à travers un Boeing, que faut-il le dire, ne peut pas être à la portée du premier venu ou d'un simple salarié? Qui a donc fait venir cet avion militaire médicalisé si ce n'est une haute personnalité de la République? Et du coup, les yeux se sont braqués vers le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril. Un article de nos confrères de Jeune Afrique a donc fini par donner l'immatriculation et aussi la destination de cet avion en direction de l'Afrique du Sud. Et nos confrères de Jeune Afrique ont bel et bien dit que dedans se trouvait le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril. Une information qui semblait surtout aussi être vérifiable dans la mesure où, lors de la dernière présentation des vœux au palais des Toudidis le 8 janvier 2026, Kavaye Yege Djibril, qui avait déjà toutes les difficultés, non seulement à Maroua, de pouvoir tenir debout, et encore, lors de la cérémonie de prestation de serment de son tout-puissant président créateur, Paul Biya, de pouvoir être cohérent, et qui avait disparu de la circulation de l'hémicycle, eh bien, on ne pouvait donc que trouver cette information comme étant vérifiée, vérifiable. Sauf qu'au Cameroun, c'est toujours le même théâtre.
On annonce les morts des vieillards, on annonce qu'ils sont hospitalisés, on annonce ceci et cela. Puis ils réapparaissent pour venir narguer la population. Une chose est sûre, même si certains veulent aujourd'hui nous faire démentir cette information, et que Kabaye Yege Djibril est apparu à travers peut-être une vidéo, le mal est profond. Un avion médicalisé au Cameroun, ce n'était pas au Gabon, ce n'était pas au Tchad. Cela veut dire forcément que c'était une personnalité dont on veut nous cacher l'identité. Qui était-ce donc? Voilà un pays où on vous cache les prétendaient que le gouvernement avait mis tout en place pour que les évacuations n'aient plus lieu. Curieusement, même si aujourd'hui on ne peut pas parler, ou bien on peut encore douter de l'évacuation de Kabaye et de Djibril, mais une vérité est bel et bien là. Qui bénéficie de l'évacuation au Cameroun? Les hôpitaux du Cameroun peuvent-ils réellement soigner les ministres, le président de l'Assemblée, les députés? Et si oui, où est-ce un chiffre qui fait mal. Chaque année, les membres du gouvernement dépensent 1,5 milliard pour les évacuations. Évacuation sanitaire. Pour un pays qui prétend avoir dépensé 1000 milliards pour le plan triennal. Pour un pays qui est parti s'endetter lors du Covid pour construire les meilleurs hôpitaux, les plateaux médicaux. Pour un pays qui a parlé de santé pour tous en l'an 2000 et donc 26 ans après, on voit presque la mort pour tous. Paul Biya a fait signer un décret au Premier ministre, nous sommes en 2000, qui prétendait organiser ce qu'on appelle les évacuations sanitaires. Et je vais vous lire un peu cela. Et Motazé avait sorti en 2024 une note par rapport à l'exécution du budget des finances. On a dit que c'est déjà fini, voilà comment est-ce qu'on va procéder, ce sera la payerie et tout. Ça, c'était en décembre 2024. Je vais chercher. Et il avait dit par lettre publiée donc le 31 décembre 2024, ça c'est Moutazé, que désormais, dorénavant, les évacuations sanitaires vers les hôpitaux nationaux sont privilégiées. Il peut être envisagé une évacuation sanitaire dans un établissement privé national ou à l'étranger, conformément aux dispositions du décret numéro 2000/692/PM du 13 septembre 2000. Or, on se rend compte que selon Manaoda, c'est pas Ngono qui dit ça, ce sont les chiffres qui sont publiés en 2022. Manaoda nous a dit que les plateaux médicaux sont les meilleurs du Cameroun, machin, c'est comme ceux de l'hôpital américain, de Paris, du Canada, des États-Unis, et que cela venait, que les structures, les infrastructures, les appareils haut de gamme venaient de la Corée du Sud. Mais le voilà qui lui-même dit que
Il a enregistré combien? Suivez-moi bien. 1168 évacuations. Une évacuation coûte combien? Mesdames et messieurs, une évacuation, c'est minimum 40 millions quand vous êtes déjà arrivé. Je ne parle pas de ceux-là qui prennent les jets. Hein. Dans un pays comme ça, les gens manquent d'appareils pour l'hémodialyse. Il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de couveuse. Mais les gens ne font que l'évacuation. On dit maintenant que Kabaye Yenge Djibril, il n'est pas encore parti, mais il est en train de vouloir partir. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Je vais donc d'abord revenir sur ce qu'ils appellent les multiples évacuations et ce que ça nous coûte avec les mensonges du gouvernement. Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas que Yaoundé, c'est pas que Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris, c'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Nous avons même un ensemble de produits aujourd'hui, d'équipements aujourd'hui, à l'hôpital général de Garoua, des équipements qui ont été apportés par le pays ami qui a permis la construction de cet hôpital, la Corée du Sud, qui n'existent même pas dans certains hôpitaux européens et américains. Nous les avons. Est-ce que cela contribue à faire baisser le taux d'évacuation sanitaire à l'étranger? Évidemment, évidemment aujourd'hui, c'est résiduel, n'est-ce pas, les évacuations vers l'extérieur. Résiduel. Nous privilégions plutôt l'évacuation en interne. Vous êtes à Maroua, vous avez besoin d'une évacuation, on vous évacue à l'hôpital général de Douala, à l'hôpital général de Yaoundé, à la Kédine. On fait ce genre d'évacuation et on limite, n'est-ce pas, les évacuations qui se font à l'extérieur. C'est vrai que nos compatriotes, je ne sais pas ce qui se passe, mais la plupart voudraient à tout prix aller à l'extérieur. Et donc quand ça vient, on a des pressions. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous disons non, on ne peut pas, sur la base d'une déclaration. Et ça aussi, ça interpelle les médecins qui font les rapports. Parce que nous avons deux fois l'impression que ces rapports sont des rapports complaisants. C'est pour ça que nous demandons toujours une contre-expertise au niveau de la commission du comité national de santé. Donc nous demandons toujours une contre-expertise pour dire est-ce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. La chose que j'avais demandé de... Donc voilà, dans l'hôpital, Manao Damalaki. C'est bon? Vous chirurgien aussi? Non, je suis technicien. Hein? Technicien. Voilà, vous n'êtes pas chirurgien? Oui. Chirurgien n'est pas là. Le chirurgien a quitté le pays, s'est installé au Canada, ça fait 2 mois. Le chirurgien a quitté le pays pour aller s'installer au Canada. Le président de la République élu. Confiance, oui. Mais également votre bilan aussi. Vous l'avez vous-même dit en 1990, à l'occasion d'un entretien mené sur Radio Monte Carlo par le célèbre journaliste Yves Mouroussi. Je voudrais apparaître comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Vous n'avez pas failli. Vous avez apporté la démocratie. La démocratie, vous l'avez apportée. Et les hôpitaux? La propriété. Hein? La propriété viendra. Fin de citation. Fin de citation. Sous votre impulsion, la démocratie camerounaise se construit.
Ah, ça c'est vrai. Bon. Oh, voilà. Regardez. Voilà le mot. Mercredi, aujourd'hui, j'ai envoyé un de mes gendarmes là, à Marois. Je ne sais pas s'il va arriver. S'il arrive tôt, je vais vous donner un peu quelque chose pour aller voir le bon Bill. De leur père, chers enfants, laissez, je vous en prie, laissez d'introduire le voleur dans les possessions des parents. Parce que sinon, demain, vous irez Tout à l'heure qu'à un certain moment, il faut savoir laisser le public, avant que le public ne vous laisse. Il y a une journée internationale pour les personnes âgées. Il faut respecter les personnes qui ont vécu. Il faut respecter les personnes moyenâgeuses. Est-ce que vous savez que mon papa, lui, il a 85 ans? Même en pleine réunion familiale, il n'a la parole qu'à l'heure des divers. Parce que la dernière fois où on a de la parole, il a commencé à pleurer, à raconter des histoires. C'est-à-dire, vous raconte quand même, ma mère, vraiment, je l'ai perdu avec 5 ans, ouais, mon père, il est mort, je n'avais que 6 ans. On ne ce n'est pas à l'ordre du jour, cher monsieur. Donc, vous comprenez qu'à un certain moment, quand tu es déjà âgé, tu commences à mettre les gens mal à l'aise. C'est pas pour dire qu'on va quand même demander aux parents d'envoyer les enfants. Non, je ne parlais pas du sujet, je sortais du sujet. Non, je sortais du sujet, parce que j'étais pas à l'école. Parce que le problème de l'école est un problème dans les familles. Les parents n'envoient pas les enfants à l'école. Non, je n'ai pas regardé. Lui, jusqu'à présent, il paye encore les livres et les cahiers aux enfants. Vous avez regardé la télé, je n'ai pas regardé la télé. Je prenais le cas qui est le mien. Je disais que papa a 85 ans. Et à cet âge, il faut se reposer. Même les problèmes de la famille, Bertrand Tchouankanké, son fils qui est allé à l'école, c'est moi qui suis bien placé pour en parler. Parce qu'il peut s'entremêler. À un certain moment, il faut apprendre à se taire. Alors, vous parlez peut-être du président de l'Assemblée nationale qui s'est entremêlé hier. J'ai appris comme ça parce que je n'ai pas regardé. Il est normal, il a quel âge? Moi, je ne vais pas me moquer de lui, on ne se moque pas des personnes âgées. Mais juste pour faire comprendre qu'à un certain âge, c'est normal. Mais la question qu'il faut maintenant se poser, c'est celle-ci. Si à un moment, il y a confusion, on mélange tous les patates, les macabots, est-ce qu'on peut être lucide à gérer 25-30 millions de citoyens? Pourquoi c'est toujours eux qu'on choisit pour être là? Il a été reconduit, rempli, mon Dieu, il n'y a que lui. Du côté du Sénat, c'est aussi le même cinéma. On prend toujours les mêmes personnes, on prend les mêmes, on recommence. Moi, j'ai une question à poser aux téléspectateurs. Et on chutera. On chutera. Je respecte les personnes âgées. Il y a un âge dans la vie où on doit se soucier de son propre cas. Est-ce qu'on a uriné sur soi? Parce que l'enfant, quand tu dis à un certain moment, il dit, papa, papi, tu as encore uriné sur toi. Papi, tu as peut-être compris. Mais à un moment, on ne peut pas s'occuper des autres. Parce que c'est trop lourd. Laissons les vieillards s'occuper de leur propre vie. Ne les punissons pas. C'est trop leur demander. Donc pour moi, ce qui s'est passé hier, c'est normal. Parce qu'à un certain moment, comme M. Kegekiki l'a dit tout à l'heure, c'est son show, c'est normal, il est trop content, il ne peut pas être comme vous et moi, c'est normal. Merci, hein. Au cas où c'est vrai, ça serait toujours la honte. Vraiment, même autant de les présidents venaient se soigner au Cameroun. Mais autant de ces Camerounais, oh mon Dieu. Ils sont toujours dans les avions pour aller se soigner. Tous les dirigeants de ce pays prennent les avions pour aller se soigner à l'étranger. Donc ça veut dire que les Camerounais sont les cadavres dans leur pays. Non, non, vraiment.
Il n'y a pas de médecins au Cameroun, mais ils partent à l'Afrique du Sud pour que même, vous allez voir quels sont les médecins camerounais qui sont les chefs des grands hôpitaux là-bas. Mais comme ils ont décidé de mépriser l'enseignement, mépriser la santé, mépriser tout, le transport, l'économie et tout, au détriment du peuple, se mettre à l'aise, ils ont pensé qu'entasser l'argent dans les chambres. Pour se soigner, ils sont obligés d'aller à l'étranger. Ils sont obligés d'aller à l'étranger pour le médicament. Pour les médicaments, c'est déplorable. Hein. C'est déplorable. Au Cameroun, vous prenez les avions pour aller vous soigner. Pendant que ce sont eux qui venaient se soigner autant d'Haïti au Cameroun. Oh mon Dieu. Selon plusieurs sources, Kavaye Guy Djibril aurait été évacué en Afrique du Sud pour des soins médicaux. Et posons la vraie question, sans hypocrisie. Pourquoi nos autorités ne se soignent jamais au Cameroun? La réponse est simple et dérangeante. Parce que le système sanitaire camerounais est abandonné. Hôpitaux sans équipement. Plateaux techniques dépassés. Manque de spécialistes. Patients obligés de se débrouiller, de collecter de l'argent ou de mourir en silence. Pendant ce temps, les mêmes autorités qui refusent d'investir sérieusement dans nos hôpitaux utilisent l'argent du contribuable pour des évacuations sanitaires à l'étranger. Afrique du Sud, Europe, Asie, toujours loin, jamais ici. Soyons clairs, ce n'est pas un problème de maladie, c'est un problème de justice et de responsabilité. Quand un dirigeant se fait soigner hors du pays qu'il gouverne, il envoie un message brutal. Je ne fais pas confiance au système que j'impose à mon peuple. Un pays ne peut pas se développer ainsi. La santé n'est pas un privilège. C'est un droit. L'avenir du Cameroun passe par des hôpitaux dignes, accessibles à tous, pas par des avions médicaux réservés à une élite. La vraie question n'est donc pas qui est évacué aujourd'hui. La vraie question est, quand allons-nous investir dans la vie des Camerounais ordinaires? Quand est-ce qu'ils vont investir? Ils préfèrent plutôt en jouir, tout simplement parce que vous allez voir que ces évacuations, c'est le pauvre contribuable, ce sont les caisses qui en souffrent, qui subissent cela. Kavaye Djibril réapparaît comme ça et on applaudit. Mais le problème est que même s'il est évacué, ce sera toujours l'État qui va prendre cela. Or, vous vous rendez compte que l'audit qui a été ordonné par Kavaye Djibril lui-même au niveau de l'Assemblée nationale nous parle d'un trou de 2,6 milliards. Il nomme les membres de sa famille. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, pour lui, qu'est-ce que Kavaye Djibril fait à l'Assemblée nationale? Maintenant où le président, il est au village. À quel moment il travaille? Donc, le gars a des indemnités. Il y a un détournement de 2,7 milliards. Un trou. C'est lui-même, selon la commission, qui a fait cela. Et nous étions en octobre 2023. Et puis, il n'y a ni personne ne lui demande quoi que ce soit. On vient tout simplement applaudir qu'il doit continuer à être là. Qu'il est toujours là. Et puis, le voici assis sur une chaise. Et là, comme ça, on dit que, oh, vous avez dit qu'il est évacué, qu'il est ceci et cela. Vous allez mourir de honte. Oh, il est toujours là. Et tout. Quelqu'un au village. Quelqu'un se soigne chez les marabouts. Il meurt, il ressuscite. Voilà la République Biya. La République des morts vivants. La République des incapables. La République où ce sont des vieillards qui préfèrent mourir au pouvoir et mourir avec le Cameroun. Regardez dans quel état il se trouve. Pour essayer, il est même incapable de parler. Vous avez pu constater ça. Un buveur de bilibili. Veuillez m'excuser. Un instant. Donc, voici Kavaye Djibril, qui est donc éternellement ressuscité et qui aujourd'hui réapparaît et avec sa bande familiale pour venir narguer les Camerounais.
Donc il n'y a que Kavadi Yéga Djibril. Ok. Et voilà, ton présent. Bon, ça c'est la vidéo du 14, c'est 15 non? Le 15? Ah, nous sommes le 17 janvier 2018 par rapport donc, à ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, soit disant que le président de l'Assemblée nationale a été évacué en Afrique du Sud. Mais nous sommes ici au village, il est là. Le président a fait mal au genou. Oui. Ah, le genou est déjà fini. Mais oui, il est ici. Le président s'était bien guéri. Ah, d'accord, d'accord. Merci infiniment. Merci. Merci infiniment. Ah, ok. Ah, tant pis pour les jaloux, n'est-ce pas? Ok. Merci infiniment. Nous allons tous les enterrer. Mauvais augure. Merci infiniment. Est-ce que vous avez entendu la dernière phrase? Tant pis aux jaloux, nous allons tous les enterrer. Nous allons tous les enterrer. Donc le peuple camerounais, tant pis aux jaloux, nous allons tous les enterrer. Ils sont enterrés et c'est pas une blague. Ils ont enterré le pays. Ce sont des jeunes qui meurent. Et ces vieillards survivent. Vous allez tous les enterrer. Mais vous allez mourir à l'étranger. Vous allez mourir aussi à l'étranger. Comme Mobutu. Vous avez vu la dernière fois. C'était qui? C'était le professeur Joseph Oona. C'était, je crois, le 4 décembre 2023. Lorsqu'on a découvert par une lettre de Ferdinand Gongo qui donnait instruction à la payerie de Paris de débloquer 39 500 000 francs CFA. Ça, c'est l'équivalent, parce que c'était en euros. Pour soigner le professeur Oona. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire avec autant d'argent que vous sortez? Est-ce qu'il est ressuscité? Il est mort, non? Belinga Boutou, il a pris combien? Il a été évacué ici, non? Est-ce qu'il est ressuscité? Il est mort. Donc vous dites que vous allez enterrer tout le monde et vous allez rester là. Où est Niad Njifendi? C'est hallucinant. C'est hallucinant qu'un pays comme le Cameroun se trouve dans cet état. Regardez. L'état de Niad Njifendi. Regardez l'état de Paul Biya. Regardez l'état de Kavaye Yéga Djibril. Et ce sont les trois personnalités de notre pays, dont l'âge médian est de 18 ans. Et ce sont les gens qui sont nés en 1930, vers les années 1930. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité. Ils vont tous vous enterrer. Ou nous enterrer. Mais sauf que nous, on a encore un peu de possibilités ici. Parce que nous bénéficions des soins de santé ici, là où eux, ils prennent de l'argent pour venir dépenser pêle-mêle. Et ils ne vous rendent pas compte. Mais vous vous applaudissez. Parce que l'espérance de vie au Cameroun atteint à peine désormais 50 ans.
Voilà donc Paul Biya. Toujours Shoga. Avec Nyat Njifendi. Le gars qui danse encore le makossa coupé décalé. Avec Kavaye Yege Djibril. Expert en Bilibili. À la tête d'un pays qui est totalement en agonie. Paul Biya a promis le 31 décembre 2025 un remaniement. Où est donc le remaniement? On n'y comprend absolument rien. Tout est verrouillé, ou plutôt tout est rouillé. A-t-on même la certitude que Paul Biya se porte bien? À 94 ans ou 93 ans, nul ne peut être en bonne santé. Donc le Cameroun est en danger. Or, selon la Constitution, celui qui devrait remplacer Paul Biya, le successeur constitutionnel, c'est Nyat Njifendi, Marcel, le président du Sénat. Le président du Sénat, en cas de maladie, en cas de mort, en cas d'indisponibilité, le président de la République, c'est lui qui assure l'intérim. C'est-à-dire que si quelque chose arrive à Biya, c'est Nyat Njifendi qui doit être là chaque jour pour signer les dossiers. C'est lui qui doit organiser les élections. Ou bien l'élection, oui, les élections, puisqu'il y a présidentielle, il y a aussi législative, puis municipale. Donc, il doit rester là. 24 heures sur 24. Il doit avoir une santé de fer. Et ce, pendant 120 jours. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est eux qui ont voté ça à l'Assemblée. C'est Paul Biya qui a promulgué cette loi. Le deuxième sur le plan hiérarchique, c'est Kavaye Yege Djibril. Donc tout de suite, j'ai dit, le voilà à l'étranger, ou plutôt le voilà dans son village, qui ne parvient même plus à parler. Même ceux qui sont autour de lui ne connaissent même pas la date. Nous sommes aujourd'hui le 14, l'autre dit peut-être le 15, l'autre dit le 17, on ne sait même pas comment leur vidéo a été tournée. Celui qui est concerné, lui-même ne parle pas. Il ne se lève pas. Il est assis sur une chaise. Pour quelqu'un qui se porte donc bien. On avait vu ça à l'époque au Gabon, avec Léon-Mba, qui lui, il était aussi à l'hôpital, avait gagné à l'hôpital de Paris. On avait montré comment il était assis, qui faisait même le discours, alors qu'on l'avait sorti de l'hôpital Bichat pour venir prêter serment, et il est mort après. C'est lui qui est donc le successeur constitutionnel de Paul Biya. C'est un homme qui est né en 1934. Vers 1934, Nyat Njifendi, c'est-à-dire là 92 ans. Et il n'est même plus au pays depuis fort longtemps. C'est-à-dire que, première évacuation de Nyat Njifendi, c'était en 2023. La
première évacuation qui a fait boum. On nous a dit, oh, il est parti, il était ceci, on va revenir, il est toujours en bonne santé, et tout, et tout, et tout. Il est le numéro 2 du régime. Donc là, le numéro 2 du régime, depuis 2023, est inapte. Il ne vient que par avion médicalisé pour rentrer aussitôt. Niad Djifendi, la dernière fois qu'il a été vu au Cameroun, c'était en juin 2025. Pour l'ouverture de la session, et il était encore venu par avion médicalisé. Déjà, il était là le 18 mars 2025 pour se faire élire, comme d'habitude, hein, pour la 13e fois président du Sénat. En 2024, il était déjà aussi reparti à l'hôpital américain. Et depuis là, on ne le voit pas. Niad Djifendi, le 11 juin, la dernière fois qu'on l'a vu, avait déclaré ceci, à l'ouverture de la session du Sénat. Je tenais à faire ce discours pour dire que je suis là. Des choses se disent, mais je suis toujours là. La maladie passera, mais le Cameroun restera. Fin de citation. Il avait de la peine à parler, en tremblotant comme ça. Avant ce discours, le 20 mai, on ne l'avait pas vu. Le 20 mai 2025, on n'a pas vu Niad Djifendi. À la cérémonie de présentation des vœux, on n'a pas vu Niad Djifendi. Donc, vous vous rendez compte, celui qui est supposé remplacer Paul Biya, qui a été aperçu pour la dernière fois à l'hôpital américain de Paris, là où lui il est installé, il ne parle pas. Même son fils est marié à Paris. On n'a pas pu le déplacer du lit d'hôpital jusqu'à la mairie ou à la soirée. Pas de signe de vie. Où est Niad Djifendi? Est-il mort? Est-il en agonie? Est-il sous des appareils? On ne comprend pas. Et le pire, c'est que celui qui devrait être l'un de ses bras droits, c'est-à-dire que Michel Meva Mobutu, secrétaire général du Sénat, il a disparu de la circulation lui-même d'abord pendant 3 ans. Une évacuation de 3 ans. Imaginez ce que l'État paye. Imaginez ce que l'État paye. Je vous fais comprendre qu'au niveau de l'Assemblée nationale, non seulement il y a eu le trou de 2 milliards 700 millions, mais de surcroît, il y a un manque à gagner, c'est-à-dire qu'il y a eu un détournement, enfin, il y a les dettes de 20 milliards. C'est-à-dire que pour l'Assemblée nationale, seulement de Kabaye Yegui Djibril. Maintenant pour le Sénat, on a constaté que Niad qui vit dans un hôpital a des indemnités, non seulement de 155 millions, mais surtout son secrétaire général. Et c'est là où les choses sont vraiment incroyables. Le secrétaire général numéro 1 du Sénat, c'est-à-dire Michel Meva Mobutu, lui-même a été accusé parce qu'il est resté là, sans travailler, hein, étant à l'hôpital. 2 milliards détournés. Étant à l'hôpital, hein. Pour revenir au Cameroun, on dit que c'est l'État qui doit encore trouver un avion médicalisé spécial pour qu'il puisse venir.
On s'est dit, bon. Il laisse un secrétaire général adjoint qu'on appelle Bernard Wongolo. Lui aussi, il détourne. On vous fait comprendre que voilà les gens qui sont supposés décider de l'avenir du pays. On ne les voit pas. Ils sont morts et Paul Biya les maintient là. Sans pourtant oublier même les ministres qui sont morts. Mais prenons seulement le cas de ce Niat ou de Cavaillé. Niat, c'est abusé. Comment on peut expliquer ça? Donc, Niat est le seul homme qui est intelligent, qui ne veut pas en retraite. Est-ce que vous savez que Niat est entré à la fonction publique avant l'indépendance du Cameroun? C'est-à-dire exactement en 1960. Niat est devenu directeur général de la SONEL en 1974. Il est resté là jusqu'à se fatiguer. Après, Paul Biya le prend encore. Il va le nommer en 84. C'est-à-dire que quand Paul Biya arrive au pouvoir, il a à peine 2 ans, il va nommer Niat vice-premier ministre. Parce que il va d'abord devenir, il va d'abord devenir en 89. D'ailleurs, c'est lui qui va superviser la construction des infrastructures. Bon, en 90, Niat est à la fois vice-premier ministre, ministre du plan et de l'aménagement du territoire. Après, Niat devient ministre de l'eau et de l'énergie. Après, Niat passe député RDPC de 92 à 97. On se dit que Niat est déjà... ministre de l'eau et de l'énergie, c'est en 97 plutôt. Parce que il va entrer maintenant comme député en 2002. Donc, Niat, calculer combien de temps il a déjà fait au Parlement. Il quitte le Parlement pour l'Assemblée, pour le Sénat. Il est nommé par Biya au Sénat. Le 12 juin 2013. Le 18 mars 2013, on s'est dit que 2025, on s'est dit que le gars ne parle plus, il ne voit plus, il n'entend plus. On se dit que Biya va se débarrasser de lui. Il va lui dire d'aller se reposer. Puisque lui, il vit. Il vit à l'hôpital américain. Et on ne sait pas s'il est mort. Mais non. On dit qu'il est réélu. Le jour où il est réélu, le lendemain, il reprend l'avion médicalisé. Il revient à Paris. Et c'est ce vieux type-là que vous, les jeunes et les femmes, vous croyez en lui. Parce qu'il vous dit que, oh, maintenant c'est le mandat des jeunes, le mandat de ceci. Vous aussi, vous croyez en ça. Voilà donc Niat. Aujourd'hui, le Cameroun est un État
moribond. Le régime ne fonctionne plus. Comment vous pouvez entendre que lui, Paul Moutazé, ministre des Finances, va lancer un budget? Il va lancer l'ouverture d'un budget. Le président de la République a dit qu'il fait d'abord un remaniement et qu'il savait qu'une nouvelle équipe, qu'il va maintenant s'organiser avec les femmes et les jeunes. Mais on nous dit maintenant qu'on lance le budget avant le remaniement. C'est-à-dire que les anciens ministres qui sont supposés sortir, ils vont d'abord prendre le budget, ils mangent, ils font des faux marchés. Quand on les enlève, le nouveau, si jamais il y a un nouveau, s'il arrive, lui trouve que les caisses sont déjà vides. Vous allez travailler comment? Cela veut dire tout simplement que il y a qui est grabataire. Paul Biya qui est lui-même aujourd'hui un fossile. Non plus de place. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on demande justement à un autre vieillard qu'on appelle Clément Atangana de déclarer la vacance du pouvoir, l'incompétence totale du gouvernement. Paul Biya ne peut plus rien, il ne fait plus rien. Dans les prochains jours qu'il a dit, il a oublié. Les prochains jours, c'est devenu les prochaines semaines. Mesdames et messieurs, le gouvernement est bloqué parce que Paul Biya est bloqué, parce qu'il est périmé et parce qu'aujourd'hui, les clans, les Ngongo et autres, ceux qui sont en train de gérer, tous les autres, Niat et consorts, c'est mort. Il faudrait donc que ce régime soit destitué. Je vais d'ailleurs prendre le courrier qui a été adressé à Tanganji. Bien évidemment, vous connaissez ce que ça veut dire. République, les libérateurs. Quand ça va chez Clément Atangana plutôt, vous savez ce que ça veut dire. Texte de la requête au Conseil constitutionnel. 1 Samuel 15, verset 11. Je me repens d'avoir établi Saoul comme roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes ordres. Fin de citation. Motif de la requête. Empêchement définitif de Paul Biya, président de la République du Cameroun. Considérant les dispositions pertinentes de la Constitution de la République du Cameroun, nous, libérateurs du Cameroun, venons publiquement dénoncer la situation déjà bien établie depuis au moins l'an 2019 de blocage du système institutionnel global de notre pays au principe de ce qui, sans arbitraire excessif, doit être considéré comme une crise politique recelant sans doute au regard d'une analyse plus profonde de notre État, une crise systémique d'une ampleur considérable. Constatons, en nous basant sur la foi, sur la loi fondamentale de notre pays, que le président de la République, réélu en octobre 2025, se trouve véritablement en situation d'empêchement définitif caractérisé au sens de l'article 6, alinéa 4, entre parenthèses, en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, démission ou empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus tard après l'ouverture de la vacance. C'est 120 jours et non 40. Non, c'est un juriste qui écrit, mais je ne sais pas là où il a pris ça.
Continuons. Relevons pour le prouver, avec l'ensemble des Camerounais, que les trois pouvoirs les plus essentiels de l'État, que sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire, sont enlisés dans une hibernation mortifère au principe de leur dévitalisation et leur dévirilisation chronique. Constatons ainsi, s'agissant d'abord de l'exécutif, qu'en dépit de nombreux décès, démissions, intérims et autres cumuls de fonctions au sein du gouvernement de la République, le chef de l'État n'a plus été en mesure d'effectuer de mouvements ministériels depuis 2019. Il n'est manifestement plus en capacité symbolique de le faire. Lui qui a toujours été attaché à son décret, comme chacun le sait. Il est donc loisible pour quiconque d'en imaginer les incalculables conséquences sur l'appareil gouvernemental et, partant, sur la mécanique générale de gouvernance du pays. Relevons, s'agissant du législatif, qu'en dépit des apparences, le même immobilisme y est en vigueur. L'incapacité à remettre du dynamisme au travers notamment du renouvellement des responsables des deux chambres du Parlement est également factuelle. Leur indisponibilité manifeste ainsi que leur état de santé notoirement préoccupant milite pourtant en faveur de leur remplacement, notamment après nombre de cycles électoraux, dont la dernière présidentielle, à l'instar de ce qui se fait dans les démocraties, même les moins avancées de la planète. Constatons, s'agissant du judiciaire, que le Conseil supérieur de la magistrature, dont le chef de l'État est le président statutaire, après un fonctionnement déjà fort erratique et irrégulier par le passé, ne s'est plus tenu depuis au moins 5 bonnes années. Est-il encore nécessaire d'en exposer les conséquences hautement dommageables pour notre système judiciaire en général, pour les carrières de nos magistrats ainsi que pour les justiciables et la société tout entière? Il n'est, au demeurant, point superflu d'évoquer également ici le cas de notre élite militaire, de l'EMIA, qui n'a plus eu l'honneur symbolique de la présence du chef des armées. Lors de ses triomphes académiques, depuis de longues années, toutes choses qui, nonobstant leur grande résilience, ne sauraient être sans impact sur le moral de nos forces de défense, mises à rude épreuve ces dernières années. Affirmons sans réserve que les opinions déjà bien établies et répandues de gouvernement par procuration, conjuguées au florilège d'incapacité à assumer la fonction ci-dessus mentionnée, devraient impérativement et courageusement donner lieu à constat d'empêchement définitif d'exercer la fonction de président de la République par Paul Biya de la part du Conseil constitutionnel de la République du Cameroun. Un pays en situation aussi arriérée et retardataire que le nôtre ne peut se permettre de continuer à fonctionner sur pilotage automatique. Après ces dernières allocutions, suivies des impuissances décisionnelles confirmées par le silence prolongé du président, il y a lieu de constater la situation de dépossession de l'onction du pouvoir symbolique au sommet de l'État. Précisons que la présente requête, formulée sans acrimonie ni bellicisme, mais plutôt avec responsabilité et esprit républicain, n'a qu'un seul objectif: permettre aux Camerounais de sortir d'une très longue léthargie génératrice d'immobilisme et de misère perpétuelle, afin de pouvoir enfin s'acheminer avec une gouvernance de redynamisation et de revitalisation du pays tout entier. Souhaitons, en raison des connivences supposées du régime, avec les plus hautes institutions de notre pays en vertu de la mécanique persistante du parti-État, de facto, à propos de laquelle notre première saisine du Conseil constitutionnel fut faite, et il y a quelque temps déjà, que chacune des dites institutions prenne enfin et aujourd'hui toutes ses responsabilités devant le jugement de l'histoire. Remercions enfin et par avance le Conseil constitutionnel, autorité juridiquement et incontestablement compétente en la matière, ainsi que toutes les autres forces vives de la nation
concernés et interpellés, de près ou de loin, pour toutes les initiatives de dispositions qu'il leur plaira de prendre afin de résoudre sans délai la présente existentielle problématique en faveur du Cameroun et du Cameroun seul. Le Conseil constitutionnel devra en conséquence et sans délai engager la procédure d'impeachment, destitution du président définitivement empêché qui s'impose à nous de façon indiscutable. C'est une exigence de vérité et de justice. Dieu bénisse notre pays à tous. Au président, professeur Olivier Billy, cellule de coordination des libérateurs. Mesdames et messieurs, ceci avait déjà été entendu de la part de Maurice Kamto ou même encore d'Akere Mouna. Peut-on s'attendre à une décision pour une machine qui ne fonctionne qu'avec un épouvantail sous prétexte que c'est un président pour un homme manipulé par un homme téléguidé par une femme et qui est devenu presque une sorte de marionnette, voire marionnettiste, mais qui est aussi autiste, est devenu effectivement autiste et atteint d'Alzheimer, mais ne parvenant plus à décider quoi que ce soit. Un gouvernement bloqué, un gouvernement par procuration, et bien évidemment où tout le monde attend aussi sa nomination. Mais qui sera l'élu puisque tout aujourd'hui se joue en ce petit clan au palais des Toudis. Mesdames et messieurs, moi j'attendrai en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. Mes chers compatriotes, fidèle à ce devoir de vérité que je viens d'évoquer, je n'ai pas de peine à reconnaître qu'en dépit du bilan appréciable que je viens de vous présenter, des efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai pour améliorer de manière significative vos conditions de vie. C'est ça à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. Camerounais. Maintenant, le président est notre père. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces grands hommes, pour ce sage. Mais à un moment donné, c'est à lui de choisir. Vous croyez que quand nous sommes sur les plateaux, vous-même là, vous ne pouvez pas faire l'affaire aujourd'hui? Finalement, que vous ne pouvez pas faire l'affaire, je m'abstiens de me citer. Parce que moi, je suis prêt depuis au moins 20 ans. Mais quel est ce pays où, chaque fois qu'on voit de nouvelles personnes, des gens avec de nouvelles idées, alors que nous sortons d'une situation de crise électorale très poussée, les gens continuent. Qui est loin d'être terminé. Il faut bien que nous sondions la mort d'Anissé Kane, les conséquences de circonstances, mais il faut bien qu'on sonde des choses à liquider. La route aidée à Kribi vient encore nous apporter la preuve que nous sommes dans l'enfer. Mais c'est quoi techniquement? C'est un problème de gouvernance. Le coup d'état scientifique. Vous voyez que le coup d'état scientifique programmé, persistant, où je vous assure que certains vous jurent que le président ne fera rien. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez, je vais encore prendre une illustration à partir de la route d'Akribi. Regardez la route Ngaoundéré-Garoua. Regardez Mora, Koussiri. Regardez même à l'interne. Mais regardez la capitale du Cameroun, Boni-Philippe. Regardez comment Yaoundé est sale, avec des trous partout. Et c'est combien de milliards? C'est le chef-lieu de région, mais plus de 1000 milliards. C'est le chef-lieu de tous les chefs-lieux de région du Cameroun. Yaoundé est le chef-lieu de région de la ville la plus sale. Vérifiez ce que je vous dis. Mais lorsque vous en parlez, et puis finalement au niveau nous embarrasser parce que à partir de ces analyses objectives, nous faisons des ennemis. Parce que vous avez des écouteurs là, des gens qui sont en train de dire, monsieur le ministre, ceux qui sont en charge des routes, et vous avez encore vu le professeur Messanga, mais nous sommes là pour accompagner le président. Et ce sujet même à la fin nous embarrasse. Parce que chaque fois que nous venons dire que l'État est bloqué, des incapables sont en train de menacer le chef de l'État. Ils veulent que Paul Biya sorte par la petite porte.
lorsque nous disons, nous affirmons notre amitié à M. Issa Chiruma, parce que pour moi, je vous assure, Chiruma était un bonheur et une chance pour le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il faudrait mettre en place tous les mécanismes pour que le chef de l'État négocie avec ses opposants qui ont estimé que le changement radical devait s'opposer. Voilà les solutions. Parce que si vous vous ramenez, imaginons qu'un temps soit peu, le président de la République négocie avec mon ami Chiruma. Et vous voyez un peu quel type de personne je suis. Je suis biaïste à fond. Je soutiens Paul Biya à fond. Mais Chiruma est mon ami. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais comme ça. Je vous assure que si l'amnistie est monsieur comme Chiruma, et nous autres, nous mettons en place des mécanismes pour négocier. Amnistie, Chiruma n'est pas condamné, je suis sérieux. Oh, il était quand même pourchassé, hein. Oui, d'accord. Je crois que vous avez quand même vu des tireurs de ligne, comment on les appelle? Oui, d'accord. Ouais, ils ont un nom, la technique. Mais sur le toit. les snipers, on appelle. Les snipers. Mais pour dire qu'il n'est pas encore condamné. Donc, et puis la négociation même continue pour ceux qui ne le savent pas. Je n'arrêterai pas de dire que ces gens profitent parce qu'ils créent des poches d'ennemis au chef de l'État. Ils vont vous dire, Chiruma est mauvais, ils veulent votre pouvoir, monsieur le président. Quand tu es mauvais, ils veulent votre pouvoir, monsieur le président. Mais Sanga Yamding, il dénonce un peu trop, il est mauvais aussi, il est même peut-être de l'opposition. Mais au fond, c'est pour prendre Paul Biya en otage parce que dans les coulisses, c'est les mêmes qui disent que, oh, il est déjà âgé, il ne peut plus rien changer. D'accord. Le défi aujourd'hui pour qu'on ait la route aidée à crédit. Oui, au-delà de certaines affaires comme Belinga et autres, c'est qu'il y a des gens convaincus que le président ne peut plus rien faire. Le Conseil constitutionnel écarte la demande de destitution de Paul Biya. La tentative d'Olivier Billet du mouvement des libérateurs visant à destituer le président Paul Biya a été rejetée par le Conseil constitutionnel. La haute juridiction a jugé la requête irrecevable, notamment pour défaut de qualité. Le compte rendu de Rodin Gassi et Gizogo. Pour le Conseil constitutionnel, la destitution du président de la République n'est pas à l'ordre du jour. La demande d'Olivier Billet, en ce sens, n'a pas prospéré devant cette juridiction. D'emblée, le professeur Adolphe Nikwase, le rapporteur de cette affaire, avait donné le ton lors de cette audience. La destitution du président de la République ne relève pas des attributions du Conseil constitutionnel. Il y a par conséquent lieu de se déclarer incompétent sur ce chef de demande. Un argumentaire repris à la lettre par le président du Conseil constitutionnel. Le Conseil déclare la requête de M. Olivier Billet irrecevable pour défaut de qualité et pour L'auteur de la saisine du Conseil constitutionnel a plutôt mis en avant la responsabilité des acteurs dans le champ politique. Les hommes politiques ont pour mission non pas seulement de s'investir pour des conquêtes électorales parfois hypothétiques, mais également le devoir de s'investir dans le champ juridique et constitutionnel en mettant en lumière un débat qui est un débat constitutionnel pour un État dont la vie publique est plombée par une situation d'incapacité notoire, d'incapacité physique et mentale d'un chef de l'État qui ne gouverne plus depuis près d'une dizaine d'années. Au-delà, à ses yeux, l'option du Conseil constitutionnel est venue conforter sa conviction sur l'état de droit au Cameroun. Le Conseil constitutionnel du Cameroun estime qu'il a été nommé par le président Biya et que même lorsque la loi, la Constitution, établit des dispositions extrêmement claires, comme celle de l'article 6 alinéa 4 qui prévoit que la constatation de la vacance pour décès, démission ou empêchement définitif est du ressort du Conseil constitutionnel. Et c'est lui qui constate cela. Nous entendons des choses qui nous paraissent quand même passablement étranges. Quant à la requête d'Emilien Denis Atangana, sollicitant entre autres le retrait de l'attestation de conformité fiscale dans le dossier de candidature pour les législatives, n'a pas connu de meilleur sort devant le Conseil constitutionnel. Mesdames et messieurs, lorsqu'on voit donc ceci, avec un président omni-absent et qui aujourd'hui ment, peut-on encore avoir un espoir dans la mesure où même son discours
on n'est même pas sûr que c'est lui qui l'a lu ou que c'est lui qui l'a écrit. N'est-on pas là devant une manipulation? Paul Biya a-t-il souvent annoncé ses remaniements? Et quand il parle des prochains jours, on se réfère aussi à d'autres discours où il disait que ceux qui détournent rendront gorge. Mais loin de rendre gorge, on a plutôt vu qu'ils ont bénéficié des promotions. Le scandale du Covid, personne n'a été arrêté. Bien au contraire, on a plutôt vu Ngongo venir décorer ses propres complices. Le scandale des stades de la CAN, on voit aujourd'hui encore des milliards qui sont partis en fumée. Et curieusement, alors qu'on attendait au moins l'arrestation ou les explications de Ngongo, on a plutôt constaté sa promotion puisqu'il a été élevé au rang de ministre d'État. Et depuis un certain temps, on a bel et bien annoncé que Ferdinand Ngongo était dans des sales draps et que Biya ne voulait plus le conduire. Tantôt il veut le conduire, tantôt il veut le maintenir, tantôt il ne veut plus de lui. Qu'est-ce qui se passe au palais? Paul Biya n'est-il pas pris en otage aujourd'hui par un gang? Paul Biya est-il encore lucide? Paul Biya a-t-il encore des bras, des mains libres? On se dirige de plus en plus vers une forme de prise en otage ou de dépendance d'un homme qui, à 93 ans, n'a plus de lucidité, n'a plus de possibilité de pouvoir lui-même se prendre en charge. Un homme qui ne parvient plus lui-même à imposer certaines décisions et donc chaque 17 heures, le vendredi, on attend un remaniement qui n'est jamais arrivé. La situation de Paul Biya devient donc inquiétante, d'autant plus que la lutte des clans fait rage. Et dans cette lutte des clans, on peut voir que tous les coups sont permis, y compris avec des femmes. Chantal Biya est à la manœuvre. Aujourd'hui, c'est elle qui est la présidente. Mais derrière Chantal, il y a d'autres gangs. Le clan Ngongo, avec les Atanganji, un clan également qui sème la terreur, l'horreur.